Voici la lecture d'une conférence, ou plus exactement de la première partie d'une conférence que j'ai présentée à Bruxelles en septembre 2000. J'ai intitulé cet exposé « Les faux semblants d'un principe humaniste, l'égalité dans les loges maçonniques » et je m'attacherai plus particulièrement au XVIIIe siècle avec des prolongements au siècle suivant. Dans cet exposé, je voudrais étudier l'origine et l'évolution d'un concept, celui d'égalité, et de son application dans les loges maçonniques. En reprenant les textes d'époque et en tentant de les serrer au plus près, je m'interrogerai sur l'outillage mental des maçons des XVIIIe et XIXe siècles, outillage qui n'est intelligible que dans un contexte social et politique précis. Dans son message au peuple français du 11 octobre 1940, après avoir fustigé, je cite, « les faiblesses et les tares de l'ancien régime politique », le maréchal Philippe Pétain préconisait le remplacement des principes égalitaires, inspirés par Jean-Jacques Rousseau, par l'idée d'égalité des chances. Je cite, « le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l'idée fausse de l'égalité naturelle des hommes, mais sur l'idée nécessaire de l'égalité des chances donnée à tous les Français de prouver leur aptitude à servir. Ainsi renaîtront les élites véritables que le régime passé a mis des années à détruire et qui constitueront les cadres nécessaires au développement du bien-être et de... alors là, il y a un mot que je ne sais plus lire, de la dignité de tous, excusez-moi. » Fin de citation. La lecture de ce texte nous rappelle l'impérieuse nécessité de comprendre les mots et les idées qu'ils véhiculent dans leur situation historique sans projeter sur celle-ci des réalités étrangères à leur temps. Autrement dit, il s'agit de plonger dans l'imaginaire des sociétés passées et de critiquer lucidement l'idéologie qui leur donne une cohérence aux yeux des classes dominantes. Mon propos s'articulera autour de deux axes. Tout d'abord, la perception des hiérarchies sociales profanes par les maçons au XVIIIe siècle. Ensuite, l'organisation des hiérarchies maçonniques au sein des loges. L'Ancien Régime est une société d'ordre où l'individu reste en principe dans l'état où il est né. Entre la noblesse, la bourgeoisie et le peuple, il n'y a pas de sociabilité. Pour comprendre le conformisme politique et social des francs-maçons, il est nécessaire de prendre à la lettre les innombrables allusions dans le discours des frères aux tourments de la vie profane. Les courbes des prix agricoles, de la rente foncière, de l'activité manufacturière et commerciale ou des délits contre la propriété permettent aujourd'hui de mesurer les causes réelles de leur inquiétude. Mais pour s'expliquer la croissance de leurs tourments, ils n'eurent à leur disposition que le vécu des conjonctures locales et les jugements contradictoires portés sur les initiatives du pouvoir monarchique. Autant ils étaient sûrs de leur connaissance de la situation économique et sociale de leur Orient, autant ils se prirent à douter de ces lumières auxquelles se référaient à la fois les ennemis du roi, ses ministres et le Parlement de Paris pour changer ou maintenir les rapports entre la société et l'État. Car les livres et les gazettes de l'époque, le discours de l'État et les sermons des prêtres utilisaient les mêmes mots sans leur donner le même sens. Les frères aristocrates et bourgeois
dans leurs loges respectives, voulurent mettre fin à la confusion qui régnait à propos du sens des mots. L'un de ces mots retint particulièrement leur attention, l'égalité. Mal définie et mal pratiquée, elle risquait d'entretenir le trouble et l'envie dans toutes les classes sociales et surtout dans le peuple, toujours prompt à l'insubordination. Les hiérarchies sociales sont-elles présentes dans les rapports entre les frères? Il faut distinguer entre les théories, ou plutôt la théorie et les pratiques. Mais reprenons les textes. Et commençons par les obligations du maçon reprises dans les constitutions d'Anderson en 1723. On a discouru longuement sur les expressions athées stupides et libertins irréligieux, états dans lesquels ne doivent pas se trouver les maçons. En revanche, on n'a pas réfléchi à ce qu'on attend d'eux, qu'ils soient honnêtes hommes et hommes de bien, expression qui renvoie à des qualités morales, mais aussi à une situation économique et sociale. Être un homme de bien signifie, comme au Moyen-Âge, que l'on a du bien. 13 ans plus tard, Ramsay prononce son fameux discours publié en 1738. Il appelle de ses vœux la formation d'une nation spirituelle, je le cite, où, sans déroger aux divers devoirs que la différence des États exige, on créera un peuple nouveau. Fin de citation. Détaché de son contexte, cet appel pourrait être connoté d'accent inquiétant. Il n'en demeure pas moins que la hiérarchie sociale au sein de la maçonnerie est bien présente. Heureusement, Larudan, en 1746, dans Les francs-maçons écrasés, explique que le but de l'ordre maçonnique est de, je le cite, rendre tous les hommes égaux entre eux et le genre humain libre. Fin de citation. Ouf, nous voici rassurés. Mais de quelle égalité s'agit-il? That's the question. Reprenons donc le problème sous deux angles différents. Première question. Les frères sont-ils égaux lorsqu'ils sont en dehors du temple? Seconde question. Déposent-ils bien leurs métaux à l'entrée du temple lorsqu'ils travaillent ensemble? Tentons de répondre à la première question en suivant l'ordre chronologique des textes. En 1764, le règlement de la loge d'Audenarde, que nous conservons sous la forme d'un manuscrit aux archives de cette ville, explique que, je cite, « Au sortir de la loge, chacun rentre dans son rang ». Fin de citation. La même année, l'Assemblée nationale des députés des loges de la Grande Loge provinciale des Pays-Bas entend un discours du grand orateur Pollard de Warnifoss. Ce dernier y affirme que, je cite, « En public, personne ne doit plus que nous respecter les rangs et donner l'exemple de la soumission due à ceux que la Providence a établis pour nous gouverner. » Fin de citation. Également en 1764, Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, sous la rubrique « Égalité », souligne que, je cite, « L'égalité est à la fois la chose la plus naturelle et en même temps la plus chimérique. » Il donne l'exemple du cuisinier qui doit rester à sa place, même s'il a le droit de penser ce qu'il veut. Le principe égalitaire tel qu'il est affirmé à Liège en 1773 ne fait courir aucun danger à la société. Je cite. L'amitié parfaite entre les hommes, qu'on reproche aux francs-maçons de vouloir établir,
est aussi pieuse et ne renverse pas plus la soumission que nous devons à nos supérieurs et l'ordre que Dieu a mis dans les différentes conditions humaines que celle qui doit unir tous les chrétiens comme frères en Jésus-Christ et tous les hommes comme enfants du même Dieu. Ce serait donc à tort qu'on accuserait les uns ou les autres de vouloir détruire toute supériorité. Pour établir une égalité, une indépendance aussi fatale que chimérique? Au contraire, la paix n'est jamais si grande, tant dans la franc-maçonnerie que dans le christianisme et dans tous les États, que lorsque tous rendent à Dieu la soumission, au supérieur la fidélité et le respect, et au prochain l'amitié qui lui est due. Fin de citation. En 1785, un frère français déclare aux francs-maçons de Malines, dans les Pays-Bas autrichiens, que la véritable égalité consiste à être charitable en parole avec ceux que Dieu a défavorisés dans la société. Je le cite. L'égalité et la charité sont les deux plus fermes soutiens de notre ordre auguste. Non, cette égalité chimérique qui confond tous les rangs et les conditions, qui bouleverserait l'univers si elle était admise, mais cette égalité qui consiste à estimer l'homme à sa juste valeur, qui fait que le riche ne se croit pas d'une nature supérieure à l'indigent, et qui ne dédaigne pas de l'appeler son ami, lorsque, dans l'humble fortune où le destin l'a fait naître, l'artisan obscur fait remplir la tâche du travail qui lui a imposé le grand architecte de l'univers. Fin de citation. Qu'en est-il maintenant de l'égalité à l'intérieur du temple? En principe, il y a effectivement égalité, cette dernière étant justifiée par la méritocratie morale. Le règlement de la loge, la Concorde universelle d'Anvers, conservé à la bibliothèque de l'Université de Louvain, affirme que, je cite, « toute ambition et l'amour-propre d'un frère contre l'égalité portera son exclusion. » Fin de citation. Tout est symbole en maçonnerie. Les décors répondent-ils à la règle? Voyons tout d'abord le tablier. En 1743, une ordonnance générale de la Grande Loge de France, dans son article 20, stipule que, pour maintenir l'union, les maîtres écossais, je cite, doivent être considérés par les frères à l'égal des autres apprentis ou compagnons, dont ils devront porter le costume sans aucun signe de distinction. Fin de citation. Par conséquent, il n'y a pas lieu, de nos jours, d'invoquer des usages maçonniques destinés à évoluer pour porter des tabliers différents suivant les grades. Après ce décor d'origine vraiment maçonnique, prenons deux décors d'origine profane. L'épée et le cordon. L'épée de parade est l'expression rituelle et symbolique de l'égalité par le haut. En effet, le port de l'épée était exclusivement réservé dans la société profane à l'aristocratie et aux militaires, comme le stipule en 1717 une ordonnance du Conseil de Hainaut. Poursuivant l'application de ces principes d'égalité et de fraternité si chers à la maçonnerie, celle-ci a adopté pour les maîtres le cordon bleu semblable au cordon de l'ordre le plus élevé de la monarchie française, le cordon du Saint-Esprit. Comme on le voit, l'égalité entre les frères est rendue visible par l'appropriation, où la vanité n'est pas absente, des signes sociaux par tous, et d'abord les roturiers des ordres supérieurs. Ce fait
est significatif et révélateur du fonctionnement de la société étudiée, en l'occurrence la société d'Ancien Régime. Pourtant, dans l'absolu, cette solution ne s'imposait pas, car une autre aurait pu être envisagée, une radicalisation des usages, c'est-à-dire un retour à des symboles proprement maçonniques, liés, eux, au langage et aux signes des constructeurs, des maçons opératifs. Par parenthèse, le passage du tablier de peau de mouton au tablier de soie renvoie à l'évolution j'ai des problèmes. Ah, voilà. À l'évolution vestimentaire de certains ordres monastiques au Moyen-Âge. J'ai des problèmes d'écriture, je n'écris pas très bien. Je me réfère au film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, tiré du roman d'Umberto Eco, publié en traduction française en 1981 chez Grasset. On y voit bien la distinction entre, d'une part, les bénédictins et, d'autre part, les franciscains. Ces derniers portent la bure, avec capuchon, qui était le vêtement du paysan gallo-romain sous le Bas-Empire au 1er siècle de notre ère. On peut donc s'interroger sur les limites de l'égalitarisme dans les loges au XVIIIe siècle. Deux questions seront posées. La première, n'y a-t-il pas contradiction entre la théorie, la loge est un microcosme, et la pratique, son recrutement social? La seconde, la maçonnerie a-t-elle favorisé les relations entre nobles et bourgeois? On peut en effet s'interroger sur un paradoxe qui peut conduire à la schizophrénie. Sur le plan de l'organisation interne, il y a égalité entre les frères, alors qu'à l'extérieur du temple, les maçons gardent, lorsqu'ils se rencontrent, leur position sociale profane. Il y a donc bien conflit de rôle. L'égalité interne est légitimée par l'égalité naturelle. Ensuite, l'aristocratie morale justifie l'égalité interne. La franc-maçonnerie sélectionne des hommes vertueux au sein de tous les rangs sociaux. C'est la vertu qui les rend égaux. Enfin, l'égalité interne prétend à une universalité représentative. Dans les années 1770-1775, on trouve dans les loges 70% de nobles ou de grands bourgeois et, dans les 5 ans qui suivent, on observe une augmentation de la bourgeoisie moyenne. Il y a donc bien une contradiction entre la prétendue universalité représentative et le recrutement social effectif. La franc-maçonnerie s'adresse principalement aux détenteurs de grandes et de petites fortunes. L'égalitarisme maçonnique se situe dans la première phase d'un grand mouvement historique tendant à une plus grande égalité parmi les hommes. Cette phase se situe entre le Moyen-Âge et la Révolution française et peut se résumer comme la conquête de l'égalité juridique de tous les hommes en tant que citoyens, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Avec l'apparition de la franc-maçonnerie, une brèche définitive va s'ouvrir dans la séparation entre les ordres. Puisque la société d'ordre ne tolère point la fréquentation publique de personnes de rang différents, ceux-ci vont se rencontrer prudemment dans les loges où ils sont protégés par le secret maçonnique. Au sein de la loge, le noble et le roturier sont égaux. En sortant, ils reprennent leur rang social. Dans le monde profane, le maçon roturier doit respect au rang du maçon noble.
La maçonnerie ne met pas en danger direct les structures sociales. Bref, les loges sont les terrains neutres où deux groupes sociaux se rencontrent afin de recueillir des informations l'un sur l'autre. J'en arrive à la deuxième partie de cette conférence. Après avoir tenté d'élucider le problème de la perception des hiérarchies sociales profanes par les maçons au XVIIIe siècle, je passe aux hiérarchies non plus profanes, mais maçonniques en loge. Je distinguerai deux types de hiérarchies. D'une part, les hiérarchies explicites et reconnues, et d'autre part, les hiérarchies intériorisées. Commençons par la première catégorie et voyons plus précisément comment s'effectue le choix des critères qui permettent de les établir. Voici deux textes français tardifs puisqu'ils datent du XIXe siècle. L'article 11 des Constitutions de l'Ordre, publié dans les calendriers du Grand Orient de France en 1858, précise que, je cite, « Au sein des réunions maçonniques, tous les maçons sont placés sous le niveau de l'égalité la plus parfaite. Il n'existe entre eux d'autre distinction que celle de la vertu, du savoir et de la hiérarchie des offices. » Fin de citation. En 1873, les mêmes constitutions affirment de la même manière, je cite, « qu'au sein des réunions maçonniques, tous les maçons sont placés sous le niveau de l'égalité la plus parfaite. Mais qu'il existe entre eux d'autres distinctions, c'est écrit au singulier, que celle de la hiérarchie des offices. » Fin de citation. Il apparaît donc qu'à 15 ans de distance, on a limité strictement la hiérarchie entre les frères à l'organisation politique de la loge et que le critère moral, la vertu, et le critère intellectuel, le savoir, ont disparu. Passons maintenant au second aspect de mon questionnement. Les hiérarchies implicites au sein des loges, je parle du respect parfois inquiétant des apprentis et des compagnons vis-à-vis des maîtres. Cela conduit à nous interroger sur la fonction des mythes telle que mise en évidence par les anthropologues. Il y a au moins croisement de deux histoires dans le récit de la mort d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon à Jérusalem, qui est assassiné par trois compagnons. La première histoire est celle des passions. Après l'amitié entre les rois et le contentement général des ouvriers, l'ambition de quelques-uns entraîne la lutte et le crime. Première leçon à tirer, le consensus, toujours menacé par la subversion des convoitises individuelles, ne peut durer sans le maintien de la hiérarchie des conditions. La seconde histoire est centrée sur le danger du grand nombre. Les milliers d'ouvriers qui ont construit le temple furent séparés en trois classes. 3 d'entre eux assassinèrent Hiram et 9, puis 15 maîtres partirent à sa recherche. Nouvelle leçon à tirer. Pour contrôler durablement la multitude, le chef doit se faire aider par des petits groupes d'élus issus de la classe dominante. Par parenthèse, le cléricalisme étant défini comme la légitimation de l'exercice d'un pouvoir par l'affirmation de la détention d'un prétendu savoir, on pointe ici le danger clérical contenu dans la morale de cette légende. Mais l'histoire d'Hiram montre surtout que la longue marche des hommes vers le bonheur s'accomplira dans le respect de l'inégalité des salaires des États
et des savoirs. En effet, la récitation des mythes maçonniques invite fermement à réapprendre les vertus de la discipline collective au moment où les discours profanes tenus sur la conduite sociale hésitent entre le conformisme et la liberté. Autre problème interne à la maçonnerie, celui des hauts grades et de leur relation avec les loges bleues. Ce qui frappe, c'est l'intériorisation des hiérarchies tant chez certains membres de l'écosysme que chez certains membres des loges symboliques. Pourquoi ne parle-t-on pas des hauts grades à ce dernier niveau? Parmi les hypothèses à considérer, 4 seront retenues. L'indifférence, l'autocensure liée à l'intégration du processus initiatique, l'auto-infantilisation et, enfin, l'opportunisme. Mieux vaut ne pas se mouiller pour les frères qui, potentiellement, envisagent une suite à leur chemin initiatique dans les hauts grades. Quelle est l'origine et la fonction de ces derniers? On verra qu'elles répondent à un besoin d'élitisme moral, intellectuel et social. La réforme du comte de Clermont au XVIIIe siècle vise d'abord à restituer à la maçonnerie ce qu'elle avait perdu de la tradition. Ensuite, on observe, à cette époque, un intérêt grandissant pour les doctrines mystiques et occultistes. Enfin, il s'agit de régénérer un ordre où se pressait la foule de frères, disons, libertins, qui aimaient principalement les banquets, les chansons et les mondanités. Rappelons à ce sujet le discours de Ramsay écrit en 1736 sur la réforme nécessaire de l'ordre maçonnique, où il est question de la lutte contre la dégradation du recrutement et de la recherche d'une origine ancienne et prestigieuse de la maçonnerie dans l'épopée des croisades. Le discours est publié en 1738 et 5 ans plus tard, en 1743, paraît le premier texte officiel mentionnant l'existence de hauts grades écossais. En 1744, un rapport de police concerne le duc de Clermont. Ce dernier, frustré alors dans sa vie professionnelle, voudrait réformer l'ordre maçonnique. Le rapport de police lui enjoint d'éloigner des loges, je cite, « tout ce qui n'est pas gentilhomme ou bon bourgeois ». Fin de citation. En 1745, le duc de Clermont, grand maître, approuve les statuts de la loge modèle Saint-Jean de Jérusalem, statuts qui devront servir de modèle à toutes les loges et qui reconnaissent aux maîtres écossais une sorte de droit de surveillance sur les loges symboliques. La tendance à séparer les frères bien élevés de la plèbe maçonnique s'accentue avec la création du grade d'élu et surtout des degrés chevaleresques qui permettent de réaliser une véritable promotion aristocratique. Le sanctuaire écossais va permettre aux frères épris de promotion, à défaut de connaissances initiatiques, de faire valoir leurs droits au contrôle des maçons. L'écossisme, à l'origine, ne serait-elle pas, peut-être, la revanche silencieuse des frustrés? Les hauts grades ont, en tout cas, permis à des frères de s'engager massivement au service de ce que l'on a appelé les contre-lumières, puissante entreprise qui réunit ceux qui maintiennent la pensée théocratique et les partisans des pratiques théurgiques. Dans les textes écossais, il n'y a aucune trace d'un discours qui s'habille de la volonté du peuple. Les frères les plus titrés prennent la parole pour proclamer sans détour
les mérites de la hiérarchie des grades et pour rappeler l'impossibilité de vivre dans les loges à égalité de la condition maçonnique. Ils affirment la nécessité absolue d'une organisation en strates, soit une échelle de prestige et de préséance avec sa cascade de mépris en toute fraternité. Voyez les règlements généraux des chapitres écossais adoptés en 1777 par la loge Le Contrat social de Paris. C'est son titre distinctif, le comble, on le verra quand on se réfère au traité de Rousseau de 1762. Ces règlements, en leur article 8, font référence à la direction secrète des loges qui ne peuvent s'apercevoir qu'une main supérieure et éclairée les dirige. Qu'est-ce donc, sinon du cléricalisme? Toutefois, cette nécessaire hiérarchie peut expliquer l'engouement des profanes pour la maçonnerie, car les loges, ces assemblées de maçons soumises à des ordres, rassurent. Je renvoie au statut de 1755 sous l'autorité du duc de Clermont. Au rite écossais ancien accepté, en tout cas dans la version qu'en donne Naudon, le rituel du 31e degré, celui de grand inquisiteur, prévoit la surveillance des maçons de tous les grades. Cependant, un accord interviendra au XIXe siècle entre les hauts grades et le Grand Orient pour que ceux-là n'exercent plus de juridiction sur les seconds. Mais comment empêcher la conviction individuelle de certains qui, consciemment ou inconsciemment, se considèrent comme plus savants en matière maçonnique et agissent en conséquence? À ce propos, il ne paraît pas sans intérêt de rappeler l'origine de l'organisation des suprêmes conseils. Ceux-ci sont nés dans des sociétés très inégalitaires, voire esclavagistes, comme la Jamaïque, Saint-Domingue, la Caroline du Sud, à Charleston, avant d'être importés en France. À l'heure actuelle, tous les frères se reconnaissent-ils comme égaux en maçonnerie? Edmond Glotton ne reprend dans son livre sur les hauts grades des extraits des instructions maçonniques, c'est Edmond Glotton, je crois que c'est un français, des instructions maçonniques au maître maçon. Donc je répète, il reprend des extraits des instructions maçonniques au maître maçon. Je le cite. Dans les ateliers des hauts grades, les frères qui les constituent sont mieux pénétrés de nos principes. Une sélection a été faite parmi les meilleurs. Aussi, le niveau intellectuel est-il plus élevé que dans les ateliers symboliques. Ceci contribue déjà à donner une discussion un caractère plus serein. Les questions sont plus approfondies et traitées par des frères plus compétents, ayant déjà une grande habitude du travail en loge. Les sujets sont plus philosophiques. Et plus loin, dans les ateliers supérieurs, l'esprit souvent particulariste des loges disparaît et fait place à un sentiment plus général et crée une ambiance vraiment maçonnique où l'esprit de l'ordre est seul en jeu. Sans commentaire. Outre les divers critères de sélection déjà mentionnés, la franc-maçonnerie a, depuis sa naissance, fixé des limites à sa propre universalité en excluant les femmes. Je cite. « Les personnes admises comme membres d'une loge doivent être hommes de bien et loyaux, nés libres, d'âge mûr et circonspect, ni serfs, ni femmes, ni hommes, sans moralité ou de conduite scandaleuse, mais de bonne réputation. » Fin de citation. Les constitutions d'Anderson sont claires, les femmes ne sont pas admises dans les loges. On aurait tort de croire qu'au XVIIIe siècle, le caractère exclusivement masculin des ateliers ne fut jamais contesté.
En 1744, un maçon, le chevalier de Beauchesne, se prononça en faveur de l'admission des femmes dans la franc-maçonnerie sans toutefois rencontrer de succès en France. Pratiquement au même moment, cependant, en 1751, une première loge mixte vit le jour dans les Provinces-Unies. Calmer les ambitions maçonniques des femmes ne fut pas une tâche aisée. Un certain nombre de loges féminines furent, semble-t-il, créées en France après 1760. Le Grand Orient de France décida alors de les reconnaître, encore qu'avec l'intention de les placer sous le contrôle des hommes. C'est ainsi qu'est né le système des loges d'adoption que le Grand Orient de France institutionnalisa en 1774. Dans ces loges d'adoption, les femmes furent à nouveau reléguées dans leur rôle traditionnel. On leur donna bien leur propre grade, leur propre grand maître, de sexe féminin. On choisissait des femmes issues de l'aristocratie, mais tout ceci était strictement contrôlé par les hommes. Certaines loges d'adoption survécurent à la Révolution française, refaisant surface sous le régime napoléonien, quoique de façon éphémère. Après 1815, en effet, elles disparurent sans laisser de traces. Finalement, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que la maçonnerie mixte naquit et se développa en France et en Belgique avec la création du droit humain. Voici près de 3 siècles, la franc-maçonnerie spéculative était inventée en Grande-Bretagne. La plupart des valeurs qu'elle véhiculait et défendait, en particulier celle de la tolérance, étaient certes progressistes. L'idée d'un centre commun de l'union reste belle, mais il faut bien avouer que les obédiences, et hélas beaucoup de maçons, marqués par les préjugés de leur classe et de leur sexe, ont été souvent des freins plus que des moteurs dans la diffusion des idéaux de la maçonnerie universelle comme grande fraternité des hommes, de tous les hommes et de toutes les femmes. J'ai dit, il me reste à vous montrer un certain nombre d'ouvrages, qui portent essentiellement donc sur l'histoire de la franc-maçonnerie en Belgique et en France au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, tout d'abord, de Paul Duchesne, la franc-maçonnerie belge au XVIIIe siècle. Ensuite, de Bertrand van der Skelden, la franc-maçonnerie belge sous le régime autrichien, 1721-1794, études historiques et critiques. Un siècle de franc-maçonnerie dans nos régions, 1740-1880. Il s'agit d'un catalogue d'expositions présenté à une banque qui n'existe plus, la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, en 1983. Quand je dis qu'il n'existe plus, elle a fusionné avec d'autres banques. Visage de la franc-maçonnerie belge du XVIIIe au XXe siècle, ouvrage dirigé par Hervé Asquin. Alors, dans cet ouvrage, j'ai fortement utilisé l'article de Hugo de Schaemfeler, l'égalitarisme maçonnique et la hiérarchie sociale dans les Pays-Bas autrichiens. Alors, pour ceux qui souhaiteraient approfondir l'histoire de la franc-maçonnerie dans nos régions, j'avais publié dans l'ouvrage Maçonnerie, au pluriel, le second terme, édité par Jacques Marx, aux éditions de l'Université de Bruxelles,
en 1990 un article, plus exactement une recension, intitulée « Introduction bibliographique à l'histoire de la franc-maçonnerie belge ». Il s'agissait des travaux généraux et régionaux. Alors, cette publication a été complétée beaucoup plus tard par une nouvelle bibliographie que j'ai publiée sur mon site Demodokos, sur WordPress. Elle fait une trentaine de pages et elle est intitulée « Bibliographie des loges maçonniques belges », où vous trouverez bien entendu des titres en français et en néerlandais. C'est la raison pour laquelle j'ai sous-titré cette bibliographie aussi « Bibliographie van de Belgische Vrijmetselaars-loges ». Nous passons maintenant à la France. Alors, tout d'abord, l'ensemble des documents publiés par Daniel Ligou, qui enseignait à l'Université de Dijon, la franc-maçonnerie, presse universitaire de France. Alors, un livre que j'ai fortement mis également à contribution, c'est la franc-maçonnerie française de Gérard Gaillot, qui avait été publié une première fois dans la collection Archives chez Julliard et qui a été réédité en collection Folio. Alors, le classique, en 3 volumes, je ne vous montrerai que les 2 premiers tomes, de Pierre Chevalier, Histoire de la franc-maçonnerie française, publié chez Fayard. Le premier volume porte sur le XVIIIe siècle et s'intitule « La maçonnerie, école de l'égalité ». Et le volume 2, que j'ai également utilisé, « La maçonnerie missionnaire du libéralisme, 1800-1877 ». Il y a donc un 3e volume que je ne vous montre pas ici, car il n'a pas été directement employé. Alors, je vous ai cité Paul Naudon, Histoire rituelle et tuileur des hauts grades maçonniques, le rite écossais ancien et accepté. Alors, maintenant pour les textes d'époque. Il y a bien entendu les constitutions d'Anderson, introduites, traduites et annotées par Daniel Ligou. Le contrat social de Rousseau qui date de 1762. Le dictionnaire philosophique de Voltaire qui a été initié vraiment sur le tard à la loge des 9 sœurs. Et enfin, je vous ai cité secondairement l'ouvrage de Umberto Eco, Le nom de la rose, publié en 80 chez Grasset. J'ai dit